Bonjour à tous. Merci d'assister à cette première table ronde de la journée où on va commencer par le commencement en amont avec le rôle de la médecine de première ligne, de la biologie aussi, de la pharmacie pour mieux prévenir, dépister, agir tôt face à cette maladie rénale chronique qui, on l'a vu, en tout cas au stade les plus précoces et silencieuses, asymptomatiques. Et donc, il y a eu déjà pas mal de chiffres de cadrage qui ont été présentés, mais on pourrait en reciter simplement un ou deux qui sont quand même très révélateurs de nos difficultés, avec près de 30%, on l'a vu à l'instant avec l'intervention précédente, des patients qui commencent un traitement en dialyse en urgence, et un gros pourcentage d'entre eux qui n'ont pas bénéficié au préalable d'une consultation avec un néphrologue dans l'année précédente. Donc évidemment, avec, comme l'a dit le ministre, près de 6 millions de personnes qui présentent un dysfonctionnement rénal, on mesure l'enjeu de passer à la vitesse supérieure en termes de prévention, de dépistage en proximité. Alors, comment, avec des messages simples, sensibiliser les professionnels de santé dans les territoires, notamment les généralistes qui sont aussi surmenés, qui peuvent être aussi noyés par les recommandations pour mieux dépister? Est-ce qu'il faut avancer vers un dépistage systématique organisé des patients à risque? Peut-être comment standardiser, uniformiser les comptes rendus pour que se diffusent les bonnes pratiques sans malentendu entre les généralistes, les néphrologues, les pharmaciens, les biologistes? Est-ce qu'on pourrait lever certains verrous du parcours de soins pour réaliser les examens biologiques nécessaires? On a vu que dans l'intervention précédente, on avait des dosages efficaces pour quelques euros finalement. Les lignes sont en train de bouger. Là, il y a des évolutions de nomenclature, notamment dans la biologie, qui viennent d'arriver fin mai. Est-ce qu'il faut faire une campagne d'information grand public sur la MRC? Voilà, autant de sujets que nous allons aborder avec les 6 intervenants que je vous présente rapidement. Donc, docteur Agnès Soud-Engberink, vous êtes médecin généraliste, vous exercez au sein de la maison de santé Avicenne à Cabestany, près de Perpignan, et vous êtes aussi maître de conférence au département de médecine générale de la faculté de Montpellier-Nîmes. Donc, vous avez un double regard clinique et recherche. Jean-François Morel, vous êtes généraliste également dans le Maine-et-Loire et vous êtes particulièrement engagé dans la coordination des soins primaires puisque vous présidez la fédération des CPTS, ces communautés qui commencent à bien mailler le territoire pour structurer les soins primaires. Docteur Laurence Vrignot, vous êtes néphrologue libéral à Lille au sein de la clinique La Louvière et aussi trésorière du syndicat des néphrologues libéraux et je crois présidente de l'association pour la pédagogie et la formation continue en néphrologie. Stéphanie Aembou-Kobza, alors vous êtes là pour le regard de la biologiste médicale, virologue. Vous êtes également membre du syndicat Les biologistes médicaux qui travaillent beaucoup sur la MRC. Et vous êtes aujourd'hui directrice des affaires médicales pour le réseau de laboratoires Serballiance. Vous avez eu à la fois un parcours à l'hôpital public puis dans le privé. Jean-François Thébault, alors vous êtes médecin cardiologue et vous êtes également vice-président de la Fédération française des diabétiques et évidemment représentant cette population à risque, vous avez un œil particulièrement attentif sur la maladie rénale chronique. Enfin, Karim Dardim, vous êtes pharmacien clinicien, orienté néphrologie, dialyse, et vous avez notamment travaillé en établissement dans un centre de dialyse à Limoges, à la Lurade, pendant une quinzaine d'années. Voilà. Alors, ma première question pour lancer ce tour de table, elle s'adresse au docteur Ruud Engberink. Vous avez effectué des travaux de recherche qualitative sur la gestion par les généralistes des patients atteints d'une MRC au stade précoce. Comment on fait aujourd'hui pour être plus efficace entre finalement les recommandations de la HAS et la pratique quotidienne de médecine générale? Merci pour votre question. Merci à l'Alliance Rénale de me permettre aujourd'hui de représenter le Collège de la médecine générale.
Donc effectivement, la littérature pointe les difficultés pour nous, professionnels de soins primaires, dont les médecins généralistes, pour appliquer les recommandations. Donc brièvement, puisque nous sommes nombreux, on va essayer d'élaborer des messages qui, je pense, rebondiront sur la brillante présentation qui a été faite avant, qui a bien posé le cadre et la problématique. Alors déjà, il faut qu'on aide les généralistes à considérer le risque de la maladie rénale chronique chez tous les patients à risque, et pas uniquement chez les diabétiques et les hypertendus, même si c'est ceux qui constituent la grande majorité de la cause de la maladie rénale chronique. Les autres situations à risque dont on nous a exposé le détail, c'est quand même du quotidien, les maladies de système, les patients atteints de maladies de système, les patients en situation d'obésité, la maladie cardiovasculaire dans son ensemble, les coronariens, etc. Donc qu'on ne limite pas la maladie rénale uniquement chez les patients atteints de diabète et d'hypertension. On peut aussi aider les généralistes justement à considérer ce concept de maladie rénale chronique, on l'a bien expliqué juste avant, qui n'est pas si simple, qui est même complexe parce qu'il est multidimensionnel, donc à travers ce spectre des stades, entre les stades précoces jusqu'au stade avancé, et peut-être par le biais justement de cette contextualisation et de ce lien avec la maladie cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire, puisque la MRC, c'est 8 à 10 fois plus de mortalité cardiovasculaire. Et ça, en tant que généraliste, évaluer le risque cardiovasculaire, le cœur et le diabète, on y pense souvent, et pourtant pour le rein, ça semble vraiment plus compliqué pour nous. Ensuite, bien sûr, nous aider à ne pas penser qu'à la prise de sang et à la créatininémie et à évaluer le rapport albuminurie sur créatininurie, à l'intégrer vraiment, cette analyse simple, pour nous permettre de nous référer au tableau qu'on nous a exposé et donc à ces recommandations de la HAS, qui sont issus aussi du consortium international CADIGO, c'est-à-dire à bien considérer ces stades précoces où parfois même avec un débit de filtration glomérulaire normal, on est à risque. On nous a bien montré comment le risque était évalué. Et du coup, on a, en fonction de ces couleurs, jaune, rouge, vert, vert, jaune, rouge qu'on nous a exposées, on a des choses à faire en tant que généraliste. On peut surveiller, on peut mettre en place de la néphroprotection. Ça, les généralistes vous disent qu'ils savent le faire. Ils ont l'impression de traiter le diabète, la tension. Mais on n'a pas encore bien intégré les nouveaux médicaments. Et puis, on a besoin justement de tous les professionnels qui sont autour de cette table pour nous coordonner et profiter à la fois dans nos structures de soins coordonnés, MSP, CPTS, des soins de support pour améliorer la néphroprotection et adresser à temps chez les néphrologues en s'aidant des stades précoces de la biologie médicale. Donc je crois que j'ai presque terminé. Finalement, est-ce qu'on pourrait aider les généralistes à quitter ce paradigme de « il n'y a pas grand-chose à faire dans les reins ». On surveille les pathologies associées, ça on connaît, mais le rein, on le regarde se dégrader pour être plus acteur, donc pour ne plus être que spectateur. Et je crois que j'ai presque terminé mes messages. Donc peut-être déjà une première recommandation qui est de bien intégrer les deux dosages de référence, sang et urine, finalement, en pratique quotidienne, un peu plus que ce qui est fait aujourd'hui, comme on l'a vu dans les chiffres. Et puis penser à élargir les populations à risque, c'est vraiment du quotidien pour nous, de voir ces gens-là. Jean-François Morel, pour continuer avec la médecine générale et à la lumière de ce qui vient d'être dit, quel rôle peut-être plus actif pourraient jouer les communautés professionnelles territoriales de santé sur cette question de la prévention et du dépistage de la MRC? D'abord, est-ce que peut-être certaines CPTS ont fait le choix de se positionner sur cette maladie ou pas? Alors sur la maladie rénale chronique elle-même, a priori, pas à ma connaissance, mais j'imagine que ça ne devrait pas tarder. Je trouve ça extraordinaire parce que en fait, j'ai plus beaucoup le temps de participer à des formations médicales continues et quand je viens à des colloques comme ça, finalement, j'en profite et merci pour la présentation précédente parce que j'ai appris beaucoup de choses encore, ce qui prouve qu'on a, nous, sur le territoire, encore beaucoup de choses à apprendre parce que je pense que je suis plutôt pas mal informé en général et que si j'ai appris encore des choses aujourd'hui, c'est que mes collègues ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, c'est à ça que peuvent servir les maisons de santé, bien sûr, avec la limite du nombre de professionnels qui sont en maison de santé, puisqu'on est à peu près à 20-25% des professionnels qui exercent en maison de santé. Et puis les CPTS dans un deuxième temps, puisque là, pour le coup, on va couvrir plutôt aujourd'hui 85% du territoire national, ce qui nous permet d'avoir un bras de levier un petit peu plus important pour apporter l'état de l'art aux collègues. Et c'est à ça que peuvent servir les CPTS. Je me fais un petit focus 30 secondes sur ce que sont les CPTS, parce que mes voisins là-bas tout à l'heure ne connaissaient pas les CPTS.
CPTS. Donc, je vais vous faire juste un petit dézoom, si vous voulez bien, un zoom arrière sur les prises en charge des patients. Quand je suis en consultation, je suis en colloque singulier avec mon patient. Ça, c'est ce qu'on fait tous dans nos cabinets. Quand je suis dans une maison de santé, je m'occupe d'une patientèle. Donc là, on se réunit à une dizaine de professionnels. On prend la patientèle des médecins de la maison de santé. Et puis, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux prendre en charge ensemble les patients de la maison de santé. Donc là, on fait des protocoles, des staffs, des choses comme ça. Et puis, on fait encore un zoom un peu plus arrière. Et là, on vient sur la CPTS où on s'adresse à la population. C'est plus la patientèle, c'est plus de la prise en charge par pathologie, mais c'est la prise en charge populationnelle, où là, on va être beaucoup plus sur l'accès aux soins, mais aussi les parcours. Et c'est là où ça rejoint la problématique des maladies rénales chroniques, mais aussi des maladies cardiovasculaires en général. Les CPTS sont engagés, là, particulièrement, sur les parcours de soins, les parcours de santé, voire même les parcours de vie de la population. Et elles vont alors probablement pas travailler en monopathologie. Elles vont pas travailler plutôt dans une prise en charge globale de la population. Je fais référence, là, par exemple, à peut-être quelque chose que certains connaissent, la responsabilité populationnelle, qui est aujourd'hui portée par la FHF et les GHT, et qui va cibler insuffisance cardiaque, va cibler diabète. Eh bien, nous, sur le territoire, on ne cible pas, on ne recrée pas les réseaux, mais on va travailler plutôt sur une prise en charge populationnelle, globale. Et là, la maladie rénale chronique peut avoir son sens dans cette prise en charge. Alors, je retiens votre approche populationnel et parcours, mais quand même, pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer intégrer de manière plus systématique un indicateur MRC dans la mission prévention des CPTS, où aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être finalement? Je pense que l'indicateur lui-même n'aurait pas lieu d'être en l'état, parce que c'est trop précis, je pense, dans les indicateurs qu'on a dans notre convention. Pour vous faire rapidement le fonctionnement d'une CPTS, on signe une convention avec la caisse et l'ARS, et on a des indicateurs de suivi de nos actions. Mais ce sont des indicateurs un petit peu plus globaux, et l'indicateur suivi des MRC serait probablement trop ciblé. Aujourd'hui, la convention a 5 ans. On est en train d'envisager une nouvelle négociation, et on va plutôt partir sur des prises en charge. On va essayer d'intégrer plutôt l'idée d'indicateurs très transversaux plutôt que par accès aux soins, départ en retraite, parce que c'est ça quand même un petit peu nos dadas là, et puis parcours. On va plutôt essayer de faire quelque chose d'assez transversal, où on va aller de la prévention au parcours et au lien avec les partenaires, donc le lien ville-hôpital. Aujourd'hui, 80% des CPTS ont des partenariats avec l'hôpital, et même 25% ont intégré les établissements dans leur conseil d'administration. Donc on voit qu'il y a une évolution très rapide de ces partenariats, et c'est là où on peut avoir, je pense, un moyen d'agir dans la prise en charge globale de la maladie rénale. Merci Jean-François Morel. Docteur Laurence Vrignot, en tant que néphrologue libéral, vous voyez arriver des patients évidemment à un stade déjà plus avancé de la maladie. Est-ce que l'adressage ambulatoire entre généralistes, néphrologues fonctionne correctement selon vous, et peut-être quel message vous souhaitez porter à la fois à vos confrères généralistes, mais aussi au laboratoire de biologie? Alors, merci beaucoup pour l'invitation, et merci à Jean-Paul Ortiz et au comité de m'avoir invité avec, je pense, une double casquette, effectivement la casquette de néphrologue de terrain et la casquette d'organisatrice de la formation médicale continue des néphrologues. Alors, c'est une question qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, si l'on reprend le précédent topo qui était vraiment, vraiment très, très instructif, 2000 néphrologues en France, 68 millions d'habitants, une maladie rénale chronique qui touche 10% de la population, une maladie rénale qui est
asymptomatique qui le reste longtemps, qui peut être révélé par ces complications. On n'est clairement pas assez nombreux pour organiser ce dépistage et on a besoin impérativement du premier recours. Alors le premier recours, c'est effectivement les médecins, les confrères médecins généralistes, ce sont les laboratoires de biologie, ce sont les pharmacies, ce sont les infirmières de terrain qui peuvent nous aider à dépister. Pour répondre à votre première question, pour le laboratoire, des efforts énormes ont été réalisés et je pense que tout récemment, en date du 30 mai, il y a eu la validation du remboursement de ces 2 marqueurs de dépistage, à la fois le RAC, c'est-à-dire l'association au dosage de l'albumine dans les urines de la créatinine, et ce rapport albumine sur créatinine sur un échantillon est extrêmement sensible et spécifique et ne nécessite pas de diurèse de 24 heures. Et peut-être qu'un des premiers messages, c'est qu'en dépistage, on n'a pas besoin d'aller faire des mesures sur des urines de 24 heures. Ça prend du temps, c'est rébarbatif pour les patients, c'est difficile à organiser pour ceux qui travaillent, ceux d'entre eux qui travaillent. Même pour ceux qui ne travaillent pas, de toute façon, c'est compliqué à réaliser. Et donc, un échantillon suffit. Et un échantillon, sur un échantillon, le dosage de la créatinine et de l'albumine, vraiment, l'association à la créatinine est importante parce que l'albuminurie seule ne suffit pas, est un message fort, c'est validé, c'est remboursé. Les laboratoires doivent, je pense maintenant, ont l'obligation d'associer le dosage de la créatinine, même si nous n'avons pas forcément pensé à le demander sur l'ordonnance. Et ça, c'est un message très fort. De la même façon, quelque chose qui, je pense, a été très porteur, c'est les diagrammes sur les rendus de biologie des débits de filtration glomérulaire, où l'on voit de façon longitudinale dans le temps la fonction rénale, l'évolution de la fonction rénale et l'évolution quand elle se dégrade, le moment où elle se dégrade. On peut cibler l'interrogatoire, aller revoir le moment où il s'est passé quelque chose, et ça, c'est extrêmement très fort. Est-ce que c'est respecté, ça, aujourd'hui ? Alors, ce graphique longitudinal de plus en plus, oui. Véritablement de plus en plus. Il y a eu aussi on a tranché sur l'estimation de la fonction rénale qui était importante à réaliser. C'est le CKD-EPI, c'est unanime maintenant. On n'a plus besoin de faire d'autres formules de Cockcroft et de MDRD. Et confirmé d'ailleurs dans les dernières... voilà. Je pense que ces choses-là sont extrêmement importantes et vont permettre aux collègues médecins généralistes de cibler leur dépistage, d'organiser leur dépistage avec des outils simples. On a vu le coût qui n'est pas très important à faire pour cela. Les pharmaciens ont une place véritablement importante parce qu'on l'a vu aussi. On va en parler. Les malades rénaux chroniques sont polymédicamentés. Les infirmières libérales dans l'appréciation de la prise en charge des patients et de leurs comorbidités. Et j'en viens finalement à me dire que le dépistage est quand même relativement bien organisé, que ce soit des dépistages qui sont faits en ville, avec l'aide énorme des associations de patients dans les semaines de rein, le jour de la journée mondiale du rein. Le dépistage est fait dans les laboratoires. Les médecins traitants organisent, soit par le biais d'organisations, soit dans leur cabinet, le dépistage. Et force est de constater que nous avons toujours 30% des patients qui arrivent tardivement dans le stade de l'insuffisance rénale terminale. Alors, ils ont pu voir un néphrologue, peut-être l'année d'avant, 2 ans auparavant. En tout cas, cela ne suffit pas. Et je me dis qu'on a quand même développé beaucoup de moyens biologiques, de coordination, que ce soit avec tous les acteurs de santé. Et ce qu'il manque clairement, c'est une aide logistique qui peut passer très clairement par la carte vitale, par des moyens dématérialisés. Et c'est vrai que l'on attend des instances du gouvernement de s'emparer de ce sujet-là et de faire enfin un logiciel médical qui fonctionne, qui est efficient, qui est rapide d'interrogation, où l'on pourrait imaginer qu'un patient arrive avec sa carte vitale à la pharmacie, un patient
qui ne consulte pas son médecin parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin de consulter son médecin traitant. Il aura probablement une entorse, il va aller demander un anti-inflammatoire ou un médicament à la pharmacie, on passe sa carte vitale et des informations apparaissent sur son âge, sur ses antécédents, sur sa dernière ordonnance reçue qui pourrait faire une alerte. Est-ce que la maladie rénale chronique a été dépistée dans ce contexte-là, de la même façon que le dépistage de la maladie cardiovasculaire, etc. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont le gouvernement doit impérativement s'emparer vite. On travaille tous avec des logiciels informatiques qui commencent à très bien fonctionner. Comment ça se fait que le DMP n'avance pas? Comment ça se fait que la carte vitale est difficile à interroger? Voilà. Un cri du cœur, oui. On dira un mot de mon espace santé tout à l'heure. Parce que je veux dire, si ce DMP ça ne marche pas, c'est parce que vous n'en servez pas les professionnels. Voilà. Nous, les patients, on les remplit, mais vous ne les regardez pas. Alors, on dira un mot tout à l'heure de mon espace santé, parce que c'est tout un débat. Je m'adresse à Stéphanie Haïm-Boukobza, vous êtes biologiste. On sait que chaque jour, il y a 500 000 patients qui sont accueillis dans les laboratoires de biologie médicale en France. Alors peut-être un premier point sur les comptes rendus de biologie médicale. Est-ce qu'il y a encore une marge de progrès peut-être pour standardiser, pour uniformiser quand il y a une anomalie du bilan? Et puis comment vous accueillez les dernières évolutions qui viennent de paraître au JO et qui permettent, je le précise juste, aux biologistes d'ajouter à leur initiative certains examens urinaires. Oui, merci. Excellente question. C'est vrai que... Merci. C'est vrai qu'on a été... on a eu de la chance parce que l'actualité a rejoint ce colloque finalement avec la publication récente de ce changement de nomenclature extrêmement important. Bon, pour la petite histoire, ça fait des années qu'on le demande et on l'a obtenu il y a 2 semaines. Donc, que dit ce changement de nomenclature? Ce changement de nomenclature dit clairement que lorsqu'un biologiste médical reçoit une ordonnance avec un dosage de créate, eh bien, si cette créate est inférieure à 60 ou si le patient a un des nombreux facteurs de risque tels que décrits par la HAS en 2023, eh bien, à son initiative, il peut déclencher un RAC sur un échantillon urinaire. Alors, c'est marrant parce que comme ça paraît pas incroyable, mais il a fallu que ce soit écrit noir sur blanc dans la nomenclature pour que, enfin, les choses changent et évoluent de façon... à mon avis, il y aura un avant et un après, ça c'est clair, puisque tous nos confrères de tous les réseaux de labos sont en train de reparamétrer leur compte rendu. Enfin, là, on est à fond dans le paramétrage actuellement et dans cette démarche. On est en train de réfléchir à comment faire pour que, une fois que le patient, on a constaté son DFG inférieur à 60, on le reconvoque pour des urines. Donc, il faut repenser un petit peu à de la logistique. Peut-être demain, on pourra envoyer des notifications sur le téléphone des patients pour leur dire revenez au labo faire vos urines. Enfin, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça pour enclencher, pour pouvoir enfin avoir les KFRE sur les comptes rendus et enfin, et de façon complètement harmonisée, puisque Exit le MDRD, Exit le Cocroft, là on a des unités communes, un CKD commun. Donc demain, tous les labos vont rendre exactement pareil, avec les courbes de DFG, donc vous allez être très satisfaits. Et pour moi, il y aura clairement un avant et un après. Les notifications directes par SMS aux patients, c'est quelque chose que vous testez aujourd'hui? On est en train de réfléchir à la conceptualisation, mais je pense que tous les confrères bio sont en train de brainstormer, de réfléchir à comment faire pour obtenir ces urines, parce que si on les a pas, si on a juste notre bilan sanguin, eh ben, il va bien falloir trouver des moyens de reconvoquer les patients. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à tout ça. Merci. Jean-François Thébault, alors, vous représentez la Fédération des patients diabétiques. On sait que le diabète, on l'a vu, est la première cause d'insuffisance rénale dialysée ou greffée en France. Il existe des traitements préventifs, protecteurs. Comment le patient diabétique aborde-t-il cette question du dépistage de l'état rénal, sachant qu'on a ces dosages simples, efficaces et peu coûteux finalement? Merci beaucoup Jean-Paul, merci France 1, merci M. Charel de nous avoir invités. Alors oui, on ne va pas rappeler les chiffres, mais quand même, 3000 nouveaux patients dialysés ou greffés diabétiques par an. 40% des
d'insuffisance rénale terminale greffée sont diabétiques. Donc, pour nous, c'est la préoccupation majeure dans le dépistage. La première, c'est dépister le diabète. La deuxième, c'est dépister l'insuffisance rénale chez les patients diabétiques. Donc, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On a beaucoup travaillé avec nos amis biologistes, et j'ai vu François Blanchecotte tout à l'heure dans la salle, sur ce sujet pour pouvoir obtenir le RAC. Mais on voudrait l'étape du dessus. C'est-à-dire que quand un biologiste voit qu'un patient, parce que les patients diabétiques vont très souvent, enfin au moins les types 2, mais aussi les types 1, vont très souvent au labo. On y va au moins 3 fois par an pour l'hémoglobine glyquée. C'est quand même dommage de ne pas en profiter pour faire une créatinine. Et il y a quand même près de 20% des patients diabétiques qui n'ont pas de dosage de créatinine. Donc ça, l'une des demandes qu'on a aussi, c'est que, outre le RAC, devenu systématique, que le biologiste puisse systématiquement faire une créatinine quand il voit que dans l'historique de l'année précédente, il n'y en a pas eu, alors que le patient est venu sagement faire ses hémoglobines glyquées 2 ou 3 fois. Ça, c'est le premier point pour ce qui concerne le dépistage. Le deuxième point, c'est la sensibilisation des patients. Parce qu'on parle beaucoup des professionnels de santé, enfin le premier concerné, c'est le patient quand même. Et pour qu'il soit concerné, actif, acteur, comme on dit, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il le sache. Alors, vous avez dit, madame, tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de campagnes de prévention, mais la portée, on n'est pas dans un dépistage organisé, on est dans du dépistage opportuniste, et malgré tous les efforts que font les uns et les autres, les associations, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. C'était pour nous la semaine dernière, la semaine nationale de prévention du diabète. On les fait chaque année, mais on ne touche pas des millions de personnes malheureusement. Et il faut accentuer ça et accentuer l'information, parce que le meilleur acteur de son dépistage et de sa prévention, c'est quand même le patient lui-même, à condition qu'il sache. Alors, on a eu des initiatives qui peuvent paraître à l'heure de l'IA et de l'informatique un peu débiles, mais on a relancé à la fédération un carnet papier qu'on appelle le passeport diabète, dans lequel il y a tout marqué ce qu'il faut faire, et puis les dates sur 10 ans à peu près, et les bilans, les résultats. Et figurez-vous que ça marche très bien, qu'on nous en demande, y compris chez les collègues médecins généralistes. On a fait une intervention pour présenter ces sujets au Collège de médecine générale, que je remercie vivement de nous avoir invités. Et d'ailleurs, c'était assez amusant, parce que quand on a distribué, les vieux médecins, enfin, plus âgés, disaient ouais, c'est ringard. Par contre, les jeunes disaient c'est très bien, hein, moi j'en veux. Ça, c'est le premier accès. Donc la campagne d'information auprès des patients, l'information qui puisse être vraiment acteur. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul. On n'est pas obligé de passer chez son médecin. Quand on va au fond d'œil, je n'ai pas besoin d'une ordonnance pour aller faire mon suivi de fond d'œil. Je prends rendez-vous directement pour faire. Deuxième point. Oui, deuxième point. Au deuxième niveau, le patient d'abord, le médecin traitant ensuite. Pour les diabétiques de type 2, le médecin traitant, c'est le médecin généraliste du diabète. Il n'y a pas de doute, 90%. Bon, vous l'avez dit, vous avez eu un mot quand même malheureux, on ne pense pas à faire la créatinine tout à l'heure sur l'ordonnance de biologie. Ça, si, il faut y penser, c'est sûr. Et alors, pour qu'on y pense, on a fait un partenariat, encore une fois, merci, avec le Collège de médecine générale, pour faire des fiches pour les médecins généralistes, fiches patients distribuées qu'on a envoyées à tous les médecins généralistes pour essayer de rappeler qu'est-ce que c'est que le dépistage, qu'est-ce que c'est que le dépistage du maladie, qu'est-ce que c'est le dépistage du diabète et quels sont les traitements. Et puis alors, dernier point, pourquoi jusqu'à présent la maladie rénale nous paraissait, notamment chez les diabétiques, assez peu sous-estimée? C'est parce que ce qu'on avait à proposer comme traitement, c'était pas grand-chose. C'était traiter l'hypertension, c'était éviter les médicaments cardiotoxiques, néphrotoxiques, c'était essayer de dire faites moins de scanners qu'on vous en demande. C'était ça la prévention. Mais ça a changé depuis quelque temps. Maintenant, il y a des médicaments actifs et des médicaments très actifs. Les SGLT2, par exemple, sont extrêmement actifs préventifs chez les patients. Or, ils sont totalement insuffisamment prescrit. On a vu par les différentes enquêtes qu'on a pu faire, que ce soit celle sur SNDS, on a fait une enquête qui s'appelle ADERECO à la Fédération, les 3/4 des patients diabétiques de type 2 ayant des facteurs de risque cardiovasculaires et rénaux, c'est-à-dire hypertension artérielle, diabète par exemple, n'ont pas de ce traitement. Les 3/4, 75%. Au passage,
les 2 tiers n'avaient pas non plus de statine alors qu'ils avaient des hauts risques cardiovasculaires. Donc vous voyez, il y a sur le traitement maintenant, et peut-être que les courbes vont s'inverser, il y a un effort à faire au point de vue pédagogique et dans la formation pour dire ça devrait faire partie systématique. La metformine. Alors pourquoi aussi? C'est parce que chez les médecins généralistes, tu le vois, chez un certain nombre d'entre eux, on disait finalement les traitements sur le diabète, ça a peu d'action sur les complications microvasculaires. Il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent, il y a des confrères qui disent à quoi ça sert de prendre de la metformine finalement, à quoi ça sert, etc. Et bien là, on a des preuves que c'est efficace. Et donc, il faut les prescrire, et ça, ce sera le meilleur garant aussi de la diminution de l'insuffisance rénale chez les diabétiques et peut-être chez d'autres aussi. Juste une question complémentaire sur le dépistage en population générale. Est-ce qu'on pourrait imaginer que lors des bilans de prévention aux âges clés de la vie là, qui viennent d'être mis en place, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que vous dites qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur les patients à risque tels qu'ils sont identifiés par les recommandations? Alors, il n'y a pas des patients à risque et des patients à pas risque. Il y a une graduation progressive des risques en fonction. Alors, c'est sûr qu'à 20 ans ou 25 ans, ces âges clés-là, si on n'a pas de diabète de type 1, si on n'a pas d'antécédents, le risque paraît faible. Mais autant que je sache, pour l'assurance maladie, dans les bilans à partir de 45 ans, je crois, s'il y a 2 facteurs de risque, c'est-à-dire l'âge, plus tabac, plus l'hypertension, plus automatiquement, ces bilans sont recommandés. Mais attention, ils sont recommandés avec ça aussi, c'est un problème, avec une prescription du médecin généraliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bilan, vous pouvez faire. Moi, j'ai fait mon bilan. Je l'ai fait en ligne. Bah, c'est très bien. Mais on me dit, il faudrait aller voir votre médecin. Bon, si je me sens satisfait et qu'il n'y a pas de recommandation particulière, je ne suis pas y aller. Il faudrait que ce bilan puisse déclencher automatiquement ces prises de sang. Nous, on utilise le FINRISC, par exemple, pour le diabète, qui est un risque de diabète. Il faudrait que quand le FINRISC est péjoratif, on puisse aller au labo avec notre FINRISC en disant « j'ai besoin d'une prise de sang, faites-moi une glycémie parce que vous voyez, j'ai des risques » et le résultat sera adressé au médecin traitant pour aller le voir. C'est ce genre de choses qu'on voudrait qu'il soit mis en place. Merci Jean-François Thébault. Karim Dardim, j'ai dit, vous êtes pharmacien, expert en dialyse. Vous avez réfléchi précisément à ces questions de prévention et de dépistage au sein d'un livre blanc multidisciplinaire au petit MRC, qui est un des partenaires de la journée. On sait qu'il y a 4 millions de Français qui, chaque jour, entrent dans une pharmacie et qu'on a donc des millions de patients dans la nature avec une atteinte rénale. Comment on fait aujourd'hui au niveau du réseau officinal pour aller les chercher de manière plus proactive peut-être? Alors, c'est une bonne question. Avant de débuter, je tiens à remercier particulièrement le professeur Laville et France Rhin également et le comité. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour ce temps de parole précieux. Avant d'évoquer le dépistage par les pharmaciens avec vous, je vais vous demander de me suivre parce qu'effectivement, on parle beaucoup de dépistage. On va y arriver. On y arrive déjà. Les prescriptions, on en parle beaucoup. Il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Je vais vous donner 2 chiffres. Merci au professeur Singel pour l'épidémie de tout à l'heure. Je vais rentrer un peu plus dans les détails sur certains chiffres qui m'ont interpellé. Dans le registre CK des reins, donc je rappelle, plus de 3000 patients, uniquement 16% porteurs d'une maladie rénale chronique sont en dessous des cibles tensionnelles. Que 16%, c'est ce qui était remonté. Donc 130, 80 pour la pression artérielle. Au regard de ça, aux États-Unis, on est à 46%. En parallèle de ça, quand on regarde la prescription des bloqueurs du SRA, il y a 77% des Français qui ont un bloqueur du SRA, donc dans la néphroprotection. Donc les prescriptions sont là. Chez les Américains, on retrouve 56%. Donc avec 56%, ils arrivent à être dans les cibles, dans les clous, à 46%. Avec moins, ils arrivent à faire mieux. Il y a quelque chose entre les deux, entre la prescription et le résultat biologique ou physiologique qu'on attend, c'est l'adhésion du patient. Tout à l'heure, on a parlé de littératie. C'est hyper important.
C'est le plus important, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, les thérapeutiques sont là aujourd'hui. On a parlé de glyphosine, les GLP-1 qui arrivent aussi. La finéréno, je ne vais pas en parler. Mais ces fameux 3 ou 4 fantastiques, on les a aujourd'hui pour freiner l'insuffisance rénale. Les connaissances, on les a. Effectivement, aujourd'hui, on est tous formés et sensibles à ça. Le patient, qu'est-ce qui se passe pour l'adhésion du patient? C'est une approche multidisciplinaire. Ça a été prouvé dans un dernier papier, là, avril 2025, tout frais. L'étude, elle s'appelle Cinéma, c'est aux États-Unis. 454 patients. La moitié était insuffisant rénal chronique. Il y a eu une approche multidisciplinaire. On a oublié les diététiciens, le rôle de la néphroprotection par la diététique, pharmaciens, infirmières, etc. Et les prescriptions sont passées, on retrouve les mêmes chiffres que vous avez cités. Il y avait 25% seulement qui avaient une glyphosine. Et avec cette approche multidisciplinaire, c'est monté à 55%, donc de 25 à 55. Pour les GLP-1, c'est passé de 14% à 38%. Donc, on voit que l'impact du temps et de l'attention portée aux patients par différents acteurs de santé porte des résultats. Alors, maintenant, je réponds à votre question, le rôle du pharmacien. Effectivement, 4 millions de passages par jour. J'ai appris, du coup, tout à l'heure, 500 000 passages en laboratoire. Effectivement, il y a une pharmacie partout. Il y a un maillage territorial. Il y a plus de 20 000 pharmacies en France. Là, aujourd'hui, il existe des solutions, à valent ce qu'elles valent, mais des premières solutions. On est là pour faciliter ce parcours du patient. La porte d'entrée, selon moi, alors je presse pour ma paroisse, c'est le pharmacien d'officine. Il y a une croix verte partout, dans chaque village, dans chaque quartier, ouverte très largement. Et effectivement, de pouvoir faire une créate capillaire facilement, sans rendez-vous, serait intéressant dans un premier lieu avant d'aller faire un RAC et une créate en laboratoire. Donc, en fait, on pourrait imaginer, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord ici, parce que c'est un peu une nouvelle porte d'entrée dans le parcours vers les dosages sans forcément passer par la case médecin, qu'à la seule analyse de certaines ordonnances un petit peu complexes, avec des traitements antidiabétiques ou anti-hypertenseurs, soit aborder en pharmacie la question de la fonction rénale, et même ensuite le droit de prescrire un échantillon urinaire éventuellement. C'est une piste que vous souhaitez, et peut-être je demanderai l'avis des patients derrière. Effectivement, oui. Jean-François Thébault, juste là-dessus. Oui, on est bien sûr totalement d'accord. Voilà. On est bien sûr totalement d'accord avec cette importance du rôle du pharmacien dans l'organisation. Mais néanmoins, force est de constater qu'il y a vraiment un gap colossal entre ce que, je ne veux pas être désagréable, les chefs à plumes de la pharmacie, enfin les syndicats, les gens qui travaillent vraiment pour la qualité de l'exercice professionnel demandent, et comment c'est appliqué après, dans les officines. C'est à peu près le même partout. Pareil dans toutes les professions, entre ce qui dit qu'il faudrait être fait et avec lequel on est tous d'accord, et après ce que l'organisation professionnelle peut le faire. Je veux dire, la restructuration des pharmacies, ne serait-ce qu'au point de vue organisation, demanderait un effort important pour l'espace de confidentialité, qui ne soit pas l'arrière-boutique, ou etc., pour qu'on puisse recevoir, pour que les pharmaciens soient peut-être plus nombreux, pour avoir le temps d'avoir ça. Parce que moi, tout ce que vous dites, il y a eu un effort qui est formidable qui a été fait au moment du Covid avec les tests et avec les vaccinations. Mais je l'ai vu, cet effort, uniquement qu'à cette occasion, et qui se maintient d'ailleurs sur les vaccinations. C'est formidable, mais manifestement, nos confrères pharmaciens, aujourd'hui, n'ont pas le temps de faire tout ça. Et on le voit, les chiffres, vous voyez, sur les bilans de médication, etc., c'est très bien, il faut le faire, mais il faut donner les moyens organisationnels pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut le demander, mais en fait, c'est pas fait.
parce qu'ils n'ont pas le temps, j'imagine. Parce que, voilà, c'est important. Mais idéalement, ce serait bien, je suis d'accord avec vous. Donc on voit dans une période de pénurie médicale qu'il y a peut-être plusieurs portes d'entrée possibles dans le parcours de dépistage de la MRC. Docteur Oud Engbering, je reviens vers vous. J'ai dit, vous êtes aussi maître de conférence au département de médecine générale de la fac de Montpellier-Nîmes. Est-ce que les internes de médecine générale, les futurs docteurs juniors qui arrivent l'année prochaine par milliers, ils sont suffisamment informés, armés face aux enjeux de la MRC? C'est une bonne question, il faudrait la leur poser à eux. Il me semble quand même que de considérer la formation des internes, c'est déjà trop tard. En fait, quand on arrive en 3e cycle, on veut professionnaliser, on veut qu'ils développent des compétences professionnelles pour s'installer. Et est-ce que c'est le meilleur moment pour leur parler de la maladie rénale chronique? Je pense que le 2e cycle est déjà le lieu où on les familiarise avec tout le reste. Peut-être que là, on peut aussi commencer par l'enseigner peut-être plus simplement. Dans les études qu'on a menées, on sent un espèce de traumatisme des généralistes qui dit on ne comprenait pas grand-chose à la néphrologie à cause d'un enseignement très centré sur la physiopathologie, les glomérules et les tubules qui sont loin de notre clinique. Et donc, après, je ne pense pas qu'on ne peut pas se passer de ça, mais peut-être qu'on peut rééquilibrer l'enseignement vers notamment cette contextualisation sur le risque cardiovasculaire. On parle maintenant d'entités cardio-réno-métaboliques. On va mettre tout le monde d'accord, les diabétiques, les patients atteints de diabète, de cardiopathie et de problèmes rénaux. Donc je dirais d'abord le 2e cycle. Après, bien sûr, dans le 3e cycle, j'entends tout ce qui a été dit avant, je suis d'accord avec tout le monde, surtout avec la pénurie de médecins aujourd'hui. De toute façon, on ne peut pas faire sans tous les acteurs de soins primaires. Et effectivement, les officines, elles sont ouvertes plus que nos cabinets. Mais quand même, on a besoin de tout le monde. Et donc, pour que ces jeunes médecins s'installent, on va plutôt essayer de les former à la gestion des maladies chroniques. D'ailleurs, les généralistes disent, il l'a bien dit mon confrère, ils ne voient pas le parcours de la maladie chronique, de la maladie rénale chronique. Ils voient le parcours du patient atteint de maladies chroniques, voire de plusieurs maladies chroniques. Donc on est moins centré sur une pathologie, même si on peut se servir de la MRC pour leur réfléchir au dépistage, à améliorer la gestion. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais effectivement, je dirais que le 3e cycle, on est plus sur la compétence professionnelle que sur le focus maladie, même si on peut prendre des exemples. D'accord, donc je retiens qu'il y a peut-être un travail à faire tout au long de la formation initiale pour sensibiliser et former à ces enjeux. Jean-François Morel, je reviens vers vous peut-être sur une question sur la rémunération des généralistes, parce que ça peut être aussi un levier. On sait que la ROSP va disparaître dans sa forme actuelle l'an prochain au profit d'un nouveau forfait unique par patient, mais avec des items de prévention et de dépistage. Est-ce qu'on pourrait améliorer les indicateurs incitatifs sur la MRC? Aujourd'hui, je crois que c'est une incitation au dépistage annuel pour les diabétiques et pour les patients hypertendus. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin, plus fort? Oula, je suis pas expert. Non, je suis pas expert du tout. Alors même si je suis syndiqué et que j'essaye de suivre en même temps les évolutions de mon métier, c'est vrai que l'évolution de la ROSP, là pour le coup, c'est quand même un peu monoprofessionnel. C'est important, c'est sûr. Ça fait évoluer probablement quand même les pratiques. Maintenant, je pense que cette maladie-là, elle est quand même majoritairement pluriprofessionnel. On voit que ce qu'on invente dans les équipes, centres de santé, maisons de santé, CPTS, c'est justement une façon de travailler mieux tous ensemble et souvent en deuxième vient la question de oui, mais comment est-ce qu'on va valoriser ça en fait? Et toutes les protocolisations qu'on fait dans les maisons de santé en premier, mais aussi dans les CPTS, c'est essayer de valoriser ce côté pluriprofessionnel et de mettre de la reconnaissance justement dans le parcours pluriprofessionnel. Moi, l'évolution des métiers ne me pose aucun problème à partir du moment où elle est faite en pluriprofessionnel. Le risque aujourd'hui de l'évolution des métiers qu'on voit, c'est de recréer des silos et le mode d'entrée multiple ne va pas générer des parcours. Le mode d'entrée multiple, on va dire, vous notez dans le DMP, alors déjà le DMP, voilà, et 2, c'est pas fait.
franchement, c'est pas fait. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à lire. Aller lire le DMP, c'est une chienlit. Donc, non, mais en vrai, il faut pas dire on fait de l'entrée multiple, on fait de l'entrée dans le DMP, parce qu'au total, ça va créer des silos, on va plus communiquer ensemble et on va pas avoir de parcours. On va avoir beaucoup de données, mais on ne va pas savoir l'utiliser, ni surtout faire entrer le patient dans un circuit. Alors lui, il faut qu'il voit rien du tout, le patient. Faut pas qu'il soit. Alors faut qu'il soit acteur, mais c'est à nous de nous structurer, de nous organiser pour que justement ce parcours soit pour lui le plus fluide et le plus transparent possible. Donc ça, c'est gage à nous. Mais pour autant, il faut vraiment qu'on travaille tout le temps en pluripro pour pas laisser filer des choses. Laurence Vrignot, peut-être pour rester sur comment on fait pour aller chercher certains patients, parce que finalement on dépiste uniquement les gens qui veulent bien se faire dépister. Est-ce qu'on pourrait imaginer des démarches d'aller vers, comme il existe des bus du Rhin, comme il existe des bus du cœur, pardon, pour améliorer le dépistage de la MRC? Oui, alors ça, c'était une initiative du professeur Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue à Lille et qui a un bus dans le cadre de l'action Agir pour le cœur des femmes, qui se déplace dans toute la France pour aller dépister des maladies. On avait fait, à l'époque où je participais au Club des jeunes néphrologues, une opération comme ça dans un train, où on avait fait du dépistage de maladies rénales chroniques sur un trajet Paris-Marseille, où on était allé vers la population pour la dépister sur les maladies rénales chroniques, et ça, c'était assez porteur. Ça reste néanmoins des actions qui sont ponctuelles, qui sont basées sur l'investissement humain, entre guillemets, et qui, par la force des choses, ont malheureusement la possibilité de s'épuiser dans le temps. Et donc, toutes les initiatives sont bien sûr toujours bonnes à prendre, mais il faudrait trouver quelque chose de plus systématique, qui ne s'épuise pas dans le temps. Et c'est en cela que je pense que, encore une fois, ce DMP mérite d'être développé, et ce dépistage systématique doit effectivement faire partie d'un dépistage promu à des périodes clés, à des âges clés, qui apparaissent par le biais de ce dossier médical partagé, que ce soit en pharmacie, au laboratoire, chez les médecins traitants, pour essayer de faire, de faire apparaître en fait la nécessité de ce dépistage à un moment où, lors d'une consultation ou d'un événement, on est pris par un autre problème de santé à régler, et hop, une petite fenêtre apparaît en disant: ah bah oui, au fait, c'est l'heure, c'est l'âge, ce sont les antécédents, il faut penser à aller dépister la maladie rénale chronique. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose de beaucoup plus informatisé, malheureusement, de beaucoup plus diffusable facilement, qui ne s'épuise pas dans le temps et qui puisse être diffusé au plus grand nombre. Stéphanie Aimbo-Kobza, j'ai dit, vous faites partie du bureau du syndicat Les Biologistes Médicaux. Est-ce que dans les discussions que vous pouvez avoir avec l'assurance maladie, vous percevez en ce moment une écoute plus favorable pour lever certains freins, que ce soit en matière de cotation, de cumul, vers la reconnaissance d'une autonomie accrue des biologistes, justement? Ah oui, merci. Effectivement, il y a cette tendance un peu vers l'accélération du rôle des laboratoires, vers plus de prévention, plus de systématisation des notifications, d'aller vers les patients, etc. Mais je répète quand même que juste obtenir, juste qu'on puisse demander des urines pour faire le RAC, rien que ça a été très, très compliqué. Et je pense que nous, on est contents, mais on est à moitié contents. On pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire effectivement de mieux cibler les patients à risque et de leur proposer, soit via effectivement des notifications, soit il y a des nouveaux systèmes comme l'ESCAP qui permettent aussi des parcours pluriprofessionnels avec tous les professionnels de santé impliqués. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des endroits où la prévention peut avoir lieu pour mieux adresser les patients vers les médecins. Et en plus de ça, il faut aussi qu'on améliore nos outils numériques pour tous se parler de façon simultanée, parce qu'en fait, à mon avis, c'est là que ça devient compliqué pour les patients, pour leur parcours. Jean-François Thébault, je reviens vers vous. On a
aussi un déficit d'information de la population générale sur la MRC. Est-ce qu'une nouvelle campagne, enfin une campagne grand public sur la MRC aurait du sens aujourd'hui? On sait qu'il y a une semaine nationale du Rhin qui marche bien depuis plus d'une vingtaine d'années, avec des dépistages gratuits dans des centaines de lieux en France. Je crois que c'était au mois de mars la dernière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut construire une campagne grand public sur la MRC? Alors, si vous m'autorisez, avant de répondre à votre question, je voudrais parler un tout petit peu du DMP et de la confusion qu'il y a. Le DMP n'est pas un outil professionnel. Ça n'a jamais été fait pour être un outil professionnel. Ce n'est pas le dossier du médecin, c'est le dossier du patient. Et en revanche, le DMP est une source d'information pour la collectivité, pour les instances, le régulateur et les gens, extrêmement importante. Et l'assurance maladie peut le faire, peut adresser, vous dites le aller vers, c'est un vecteur pour aller vers les patients. Regardez, personne n'en parle, mais le fameux carnet de vaccination que tout le monde réclamait, il y est sur le DMP. À chaque fois qu'on se fait vacciner, automatiquement, le pharmacien enrichit. J'ai eu mon Covid il y a 3 jours, enfin la vaccination du Covid, il y a 3 jours, j'ai vu automatiquement apparaître un message, ça y est, votre vaccination et le carnet de vaccination existe sur le DMP, automatiquement. C'est les pharmaciens qui l'enrichissent, qui fassent la piqûre ou qui délivrent seulement le vaccin. Vous voyez ? Donc, ce sont des outils qui peuvent être faits. Alors, comme de bien entendu, les gens, ça ne concernera que les gens qui regardent leur mail ou leur SMS et qui auront accès. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est déjà un outil formidable quand on remplit ça. Aujourd'hui, les données des laboratoires sont peu ou pas, ou peut-être ça va le devenir, structurées. C'est-à-dire qu'on reçoit du PDF pour le compte-rendu. Mais bientôt, on va, j'espère, avoir des données structurées qui fait qu'il pourra y avoir des alertes. Et ça, c'est des outils. Alors, c'est pas l'outil du médecin encore, c'est l'outil du patient. C'est lui. Et ça, c'est un vecteur extrêmement important. Et je crois que dans la deuxième phase de déploiement de mon espace santé, il y avait l'idée justement de ces alertes possibles. Oui, oui. On commence à en recevoir un tout petit peu, mais il faut du push. Et on travaille avec l'assurance maladie. Alors, le critère du déclenchement de tout ça, l'assurance maladie, Olivier Aubrecht est là, du service, c'était l'entrée sous ALD. Et l'une des réflexions qu'on a avec eux, c'est de dire, c'est bien, mais c'est un peu tard. Il vaudrait mieux aller plus tôt, par exemple, pour l'information, pour le diabète. C'est peut-être pas quand le patient rentre en ALD diabète, c'est peut-être quand on lui prescrit son premier médicament contre le diabète qu'il faudrait activer. Bon, sur les campagnes de dépistage, alors on a dit tout et le contraire. Une chose qui est importante, plus on fait de communication, mieux c'est. Voilà, donc ça c'est déjà un point. Après, ce qu'il ne faut pas faire, enfin, on a fait ce travail à la fédération, c'est la communication générale non ciblée. Le même message pour tout le monde. On a fait ça pendant des années à la fédération. Après, on a audité tout ça pour comprendre, et ça ne marche pas. Il faut des messages ciblés sur des populations spécifiques qui se sentent concernées. Quand on voit une affiche, maladie rénale chronique, etc., elle est grande, elle est belle, elle est jolie, elle est frappante, elle est terrible, enfin, c'est ce qu'on peut voir, on a vu. Bon, mais si on ne se sent pas concerné, ça n'impacte pas. Donc, oui, pour des campagnes de communication, mais des campagnes ciblées en précisant bien que le message soit très clair et que la personne se sente concernée. Moi, je ne sais pas, sur le tabac, on a fait des choses terribles. Hein. Bon, ça a quand même marché un petit peu. La prévention routière, c'est là où ils osent le plus. Hein. Et quand même, si on a en France quelque chose qui a marché en prévention, c'est bien la prévention routière. Regardez, on était à 10 000 ou 15 000 morts par mois. Par an, on est passé à 3 000, vous voyez. Non, mais, oui, 15 000 par an, on est passé à 3 000, enfin un peu plus de 3 000, à peine. Vous voyez, et eux, leurs messages ont été terribles. Les gens se sont... Un message sur le téléphone, je veux dire, ça me fait encore froid dans le dos. Et les gens se sont compris, vous voyez. Donc oui pour de la prévention, oui pour des grands messages, oui pour des campagnes, mais pas le même message à tout le monde qui va tomber dans le vide, quoi. Karim Dardim, dans le livre blanc au petit MRC, j'ai vu qu'il y avait un chapitre important qui concernait le parcours de prévention, justement, avec la néphroprotection, diététique, de l'éducation thérapeutique, etc. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui et qui n'est pas suffisamment fait. Oui, effectivement, c'est très important.
On a eu la chance avec le groupe OPSI-MRC de repenser ce schéma pluridisciplinaire de prévention. Encore quelques chiffres. Ça nécessiterait un investissement de l'État de 341 millions d'euros, avec un retour sur investissement, si on peut l'exprimer ainsi, dès qu'il y a moins 10%, une baisse de 10% de dialysés. Donc à peu près 5000 dialysés. Et là, on récupérerait les 340 millions. Et ces 340 millions serviraient justement à rémunérer, à prendre les patients plus tôt, dès le stade 2, avec une approche multidisciplinaire de la maladie RNA chronique. Et peut-être un mot, alors je ne sais pas, à vous, pharmaciens, ou peut-être à la biologiste, sur mon espace santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est à la hauteur des enjeux? Est-ce que c'est utilisé de votre côté? C'est de plus utilisé. Mais certainement, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je crois beaucoup aux notifications et à faire des choses un peu plus systématiques. Mais effectivement, tous ces systèmes numériques qui sont vraiment en train d'accélérer très fortement. Et moi, je pense qu'on va y arriver de toute façon. Il faut aussi qu'on ait ces espaces où on puisse communiquer entre nous, comme disait mon confrère. Parce qu'on peut avoir toute la data du monde qu'on veut. Si on n'est pas capable de se coordonner, de se parler, parce que décrocher son téléphone, on a de moins en moins le temps de le faire parce qu'on est moins nombreux, on a des conditions de travail à chaque fois de plus en plus compliquées, et je pense qu'il faut qu'on réinvente la façon de communiquer ensemble. Voilà. Moi, je pense que aussi, ça suffira pas d'avoir que de la data et du numérique. Il faut aussi qu'on se parle. Peut-être les médecins généralistes sur cette même question des outils numériques, où on sait qu'on a un retard français qu'on comble progressivement, mais là on est en plein dedans. Étienne Pau dit que c'est la favela, le système de santé numérique en France. En fait, la façon qu'on a de travailler dans les équipes, c'est de créer un projet, de créer un parcours, et ensuite d'aller chercher un système d'information qui va servir le parcours. Il y en a beaucoup. C'est assez rarement le DMP, j'avoue, mais c'est vrai que c'est pas fait pour non plus. Mais par contre, l'objet informatique doit servir le projet et pas l'inverse. Le souci, c'est qu'effectivement, l'interopérabilité aujourd'hui n'est pas au rendez-vous et que on se retrouve dans la favela et que, allez, je mets un petit caillou quand même du côté des éditeurs. Franchement, je sais que ça coûte cher, mais ils jouent pas le jeu, quoi. Ça, c'est pas juste, vraiment. J'imagine que vous êtes d'accord. C'est ça, convaincu de l'intérêt d'un outil partagé porté par le patient, mais force est de constater que tous les jours, arriver à cliquer sur le DMP, à remplir les données, c'est galère en fait avec mon logiciel, alors que je suis convaincu de l'intérêt. Ça me prend 5 minutes de plus, et si vous comptez par patient, j'ai déjà 2 heures de retard. Ça fait beaucoup plus. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. C'est d'avoir un outil qui n'est pas, pour moi, pas opérationnel et qu'on puisse pas bien communiquer entre nous parce que en France, on n'a pas un logiciel imposé. Chacun prend son logiciel. Donc l'interopérabilité, ce serait vraiment génial. Merci. Peut-être une dernière question, Jean-François Thébault, avec vous sur la formation, puisque vous avez eu des fonctions à la tête du Haut Conseil du DPC. Est-ce qu'aujourd'hui, la MRC est suffisamment prioritaire dans les actions de formation continue des médecins ? Alors, ça dépend ce que vous entendez prioritaire. Oui, ça fait partie des orientations prioritaires, c'est-à-dire au niveau du DPC, il y a des orientations prioritaire, c'est-à-dire on peut avoir une orientation prioritaire, ça veut dire qu'il peut y avoir des actions financées par l'agence du DPC. Bon, ça s'arrête là, ça ne veut pas dire qu'on oblige les gens à faire ces formations. Après, chaque professionnel est libre de choisir ses formations. Et des études déjà très anciennes, que je crois qu'il y avait un expert de la formation qui était là-bas, Jean-Michel Chabot, nous montrait que les médecins, enfin les professionnels de manière générale, vont par appétence sur les sujets qu'ils connaissent le mieux. Et ça, c'est très classique, c'était démontré X fois. Or, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait quand même un parcours imposé, peut-être dans la formation. C'est le travail des CNP, des différents CNP, les conseils nationaux professionnels des spécialités, de dire... Alors, ce qu'on espère, c'est qu'à travers la certification, dans l'axe 2,
pour être technique. Le premier, c'est le DPC. L'axe 2, c'est l'exercice, la qualité de l'exercice. Il y a des parcours imposés par les CNP sur des sujets en disant, pour les 6 années à venir, voilà les thèmes absolument qui devraient être faits compte tenu de votre exercice. Hein, ça ne sert à rien de faire un gynéco qui fait que de l'écho obstétrical, ça ne sert à rien de lui faire faire de la formation sur les accouchements. Voilà. C'est pareil. Pour les médecins généralistes, par exemple, sur la MRC, qui est ces enjeux de prévention et dépistage qui soient parmi... Mais ça, c'est à la main du Collège de médecine générale de décider ce qu'il va considérer comme prioritaire pour les 6 années à venir. Laurence Grignot, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je peux ajouter un mot parce que justement, alors, on a participé au sein du bureau de l'association à la rédaction des orientations prioritaires de la maladie rénale chronique. Force est de constater que depuis qu'on a effectivement cette obligation de formation médicale continue, le corps médical n'y adhère pas. N'y adhère pas parce que via l'Agence nationale du DPC, il est quand même extrêmement difficile d'y adhérer. Il est difficile de déposer des dossiers, il est difficile de faire accepter les programmes de formation médicale continue, il est difficile de les faire réaliser, il est difficile de se faire indemniser. C'est quelque chose qui est pointé du doigt par la Cour des comptes actuellement, et je suis complètement d'accord avec vous que nous espérons que la certification périodique, donc la nouvelle version de formation médicale continue sous ces 4 axes, nous offre d'abord beaucoup plus de flexibilité de formation sur différents axes, que ce soit sur de la formation pure et dure, que ce soit sur de l'évaluation des pratiques professionnelles, et nous permettent de diffuser un peu plus d'enseignements de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée à nos pratiques qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont quand même pas dénuées d'intérêt à ce jour. Merci. Je remercie l'heure qui nous était dévolue est quasiment terminée. Je remercie encore nos 6 intervenants. Je sais que certains sont venus de loin et tôt ce matin. Et je vous souhaite une bonne suite de colloques avec un programme particulièrement riche. Merci.